pédagogie des opprimés de Paulo Freire. Je me présente brièvement. Je m'appelle Camille Léonard, je suis éditrice aux éditions de la Rue d'Orion. Bienvenue à toutes et à tous. Je vais commencer le lancement avec une reconnaissance territoriale. Même si je pense que tout le monde n'est pas actuellement sur le même territoire, je vais le faire comme étant à Montréal. Donc, touchant presque au grand fleuve, la petite rue d'Orion est située en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. Nous reconnaissons la nation Kanien'kehá:ka comme gardienne des terres et des eaux qui nous entourent. Tiohtià:ke, Montréal, est historiquement connu comme un lieu de rencontre pour de nombreuses Premières Nations, et aujourd'hui, d'autres peuples et communautés partagent l'île avec une population autochtone diversifiée. Les ouvrages que nous éditons veulent rendre compte de ces rencontres et, à partir d'elles, favoriser la circulation des savoirs et l'émancipation de tous et toutes. La décolonisation est un processus en cours et reconnaître les territoires sur lesquels nous nous sommes établis n'est pas une fin en soi. Nous nous engageons donc à maintenir un dialogue et une réflexion permanente à ce sujet. Merci. Alors voilà, bienvenue. Je vais faire rapidement un survol du déroulement de l'événement. Je vais d'abord présenter les différents intervenants hôtes. Ensuite, il va y avoir un tour de table. Nos invités ont chacune préparé une intervention. Et suite au tour de table, on va terminer le tout avec une période de questions. En prévision de cette période de questions-là, tout au long du lancement, vous pourrez déposer vos questions dans le chat de la réunion Zoom ou dans les commentaires sur le live de notre page Facebook. On va monitorer tout ça, puis poser vos questions lors de la période prévue à cet effet, après les interventions de nos intervenants. Alors voilà, j'espère que c'est clair. Pour les présentations, rapidement, l'événement d'aujourd'hui est organisé par les éditions de la Rue d'Orion en collaboration avec le groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, le GRIPAL. Les éditions de la Rue d'Orion, comme vous le savez peut-être, figurent dans le panorama éditorial québécois comme une proposition conjuguant littérature, histoire, critique radicale et menée révolutionnaire de tout acabit. Pour sa part, le groupe de recherche sur les imaginaires politiques en Amérique latine, fondé en 2000, s'intéresse au processus par lequel les groupes sociaux subalternisés parviennent à s'autonomiser, notamment en affirmant leur propre imaginaire ou représentation d'elles-mêmes, comme les structures de domination qui leur assignent des fonctions, des parts ou des places aliénantes. Pour le lancement d'aujourd'hui, nous avons l'honneur de compter parmi nous 3 intervenants invités que je vais vous présenter à l'instant. Premièrement, Irène Pereira. Irène Pereira, préfacière de cette édition, a écrit et coordonné plusieurs ouvrages au sujet des pédagogies critiques qui se sont développés dans le sillage de l'œuvre de Paulo Freire. Elle est cofondatrice de l'Institut Bell Hooks Paulo Freire en France, un lieu de réflexion autour des pédagogies critiques, radicales, féministes, antiracistes. Elle est également autrice de plusieurs ouvrages sur le militantisme, la sociologie du travail, la philosophie de l'éducation ou encore l'éthique professionnelle. Irène, merci d'être parmi nous. Ricardo Peñafiel. Ricardo, chercheur et membre fondateur du GRIPAL, est également professeur de sciences politiques à l'UQAM. Ses recherches portent principalement sur la représentation du politique en Amérique latine dans une perspective socio-historique. Bonjour Ricardo. Vincent Greason, animateur maintenant retraité durant une vingtaine d'années de la table ronde des organismes volontaires en éducation populaire de l'Outaouais, traitera au cours du lancement de l'influence de la pédagogie des opprimés sur les mouvements ouvriers et populaires au Québec. Bonjour Vincent. Alors voilà, pour terminer cette introduction, avant de laisser la parole à nos chers invités, je vais faire une brève présentation de l'œuvre qui va être au cœur de nos discussions aujourd'hui, donc la pédagogie des opprimés. Ouvrage majeur de Paulo Freire, ce livre présente une pédagogie élaborée non seulement pour les opprimés, mais avec eux, dans le cadre même de leur lutte pour affirmer leur humanité. Comme plusieurs autres pédagogues, Freire rappelle que le projet éducatif et projet social sont indissociables. Selon lui, le but de l'éducateur RIS
et de donner aux personnes opprimées les moyens d'acquérir une conscience claire de leur position sociale et de chercher avec elles à transformer le monde. Outre la notion de conscientisation, dont on doit affrérer l'entrée dans le langage courant, les apports de cet ouvrage sont nombreux et désormais bien ancrés dans les pratiques émancipatrices en éducation. Dialogue plutôt qu'imposition d'idées, apprentissage contextualisé et significatif, institution de nouveaux rapports entre enseignants, enseignantes et apprenants, apprenantes. Cela passe évidemment par une revalorisation des élèves, des couches populaires, de leur savoir propre, de leur capacité toujours intacte à appréhender le monde et à le réinventer en leur donnant les outils nécessaires pour le faire. Voilà. Je vais enfin laisser la parole à Irène Pereira, qui abordera d'abord les pédagogies critiques dans la lignée de Paulo Freire. Irène, la parole est à vous. Bonjour, merci pour cette invitation et puis pour la réédition de cet ouvrage. Je vais commencer mon intervention peut-être en revenant un peu sur l'ouvrage et pour faire la transition avec les pédagogies critiques. Donc, Pédagogie des opprimés, c'est l'ouvrage majeur de Paulo Freire. Il a été rédigé en 1968 et publié en 1970. Et donc, ça faisait plusieurs années. Hein. C'est un ouvrage en fait qui, je crois que vous le rappelez dans la quatrième de couverture, qui est, selon une étude récente, un des ouvrages les plus cités dans le domaine des sciences humaines et sociales aujourd'hui. Hein. Au niveau international, une étude estime qu'il était classé comme le troisième ouvrage le plus cité, mais pour autant, il n'était plus réédité en langue française depuis plusieurs années. Hein. En France, l'édition datée de 1974, c'était l'édition Maspero. Et puis après, il y avait une vague tentative de le rééditer dans les années 2000 qui n'a pas vraiment perduré pour des raisons, on va dire, d'accords éditoriaux. Et donc, en fait, ce que je vais commencer à souligner, c'est un peu le paradoxe d'un ouvrage en fait, qui est traduit dans plusieurs langues. Hein. Je crois qu'on compte 25 traductions différentes de cet ouvrage et qui pour autant n'était plus édité en langue française. Donc, ce qui est assez surprenant, d'autant plus que, si vous voulez, dans les années 70, Paulo Freire était très connu en France et dans de nombreuses parties du monde, et je crois, y compris au Québec, des références assez importantes à son œuvre. Mais en ce qui concerne, alors il a vécu entre 1970 et 1980 en Suisse, il était en exil du fait de la dictature qui avait eu lieu au Brésil, et donc en 1980, il retourne au Brésil. Et c'est un peu, en tout cas en France, peut-être d'autres personnes ici reviendront sur le contexte québécois que je connais moins bien, mais en tout cas pour l'Europe francophone, à partir de ce moment-là, Paulo Freire est beaucoup moins cité. Ça correspond aussi à un reflux des mouvements sociaux dans cette période-là, du début des années 80, de l'arrivée du néolibéralisme avec Reagan et Thatcher. Donc voilà, cet ouvrage, Paulo Freire, beaucoup moins cité en langue française, mais par contre, et c'est là le paradoxe, son importance est très grande dans les pays de langue anglaise, portugaise et espagnole. Et en particulier, une réception à partir des années 80 qui est très importante aux États-Unis. Et c'est là qu'émergent les pédagogies critiques, avec des auteurs avec qui Paulo Freire va collaborer, comme Peter McLaren, Henri Giroux, Ira Shor, etc., qui sont des auteurs avec qui il travaille et il produit des ouvrages en collaboration, par exemple, avec Ira Shor, ou préface certains des ouvrages de Henri Giroux ou de Peter McLaren. Et donc, il y a, et ça c'est important aussi par rapport à la réédition de cet ouvrage, il y a une évolution de la pensée de
alors de la pensée de Paulo Freire, mais aussi de la manière dont il va être lu au fil du temps. Et lui-même, plus tard, 20 ans après l'écriture, la rédaction de Pédagogie des opprimés, lui-même va revenir en fait sur cet ouvrage dans un autre ouvrage qui n'est pas traduit en français, qui s'appelle Pédagogie de l'espoir, et il va redonner une lecture qui est informée en fait de tout ce qui a été, de toutes les discussions qu'il y a eu autour de cet ouvrage et des nombreux malentendus en fait qu'il a suscités. Donc, il était important, et c'est le rôle de la préface que j'ai rédigée, d'avoir une édition en langue française qui tienne compte de toute cette période qui s'est écoulée entre l'édition en 1970, l'édition en français en 1974 et la réception qu'a eu cet ouvrage par la suite, de manière à avoir vraiment une lecture qui ne pouvait plus être celle qu'on avait à cette époque-là et qui continue quelque peu à perdurer en France. Alors pourquoi? Je vais donner un élément qui peut un peu expliquer cela, c'est que une pédagogie des opprimés, c'est la notion d'opprimé. Prenons ce concept. C'est un concept quelque part un peu mystérieux parce que vous remarquez que ça ne s'appelle pas pédagogie des prolétaires. Alors que dans les années 60-70, on est, voilà, et le marxisme est une théorie très importante, mais en même temps, Paulo Freire prend aussi en compte les luttes anticoloniales, et donc il a une conception de la figure de l'opprimé qui ne se réduit pas au prolétariat au sens plus classique du marxisme. Mais dans les années 80, il va aussi intégrer à sa lecture politique l'existence des mouvements féministes sous les remarques aussi de féministes comme par exemple Bell Hooks, qu'il a rencontré Bell Hooks, et elle a fait des remarques concernant son travail, et en particulier concernant l'absence de féminisation dans la rédaction de Pédagogie des opprimés. D'où le fait aussi que Paulo Freire, par la suite, a demandé, et ça c'est un aspect qui a été pris en compte dans cette réédition, a demandé à féminiser en fait l'écriture de ses ouvrages. Alors, donc, il a pris en compte le mouvement féministe, il fait aussi des allusions au mouvement LGBT, Et donc, on peut dire qu'aujourd'hui, un des aspects aussi de pédagogie des opprimés et des pédagogies critiques qui se sont développées dans la continuité de pédagogie des opprimés, c'est aujourd'hui ce qu'on va appeler l'intersectionnalité. Par exemple, il y a un ouvrage de Sirma Bilge et de Patricia L. Collins qui souligne très bien, qui porte sur l'intersectionnalité et qui consacre un chapitre justement à Paulo Freire et à la pédagogie critique comme étant une des sources ou un des points, une des approches qui possèdent un certain nombre de points communs avec les approches intersectionnelles qui aujourd'hui sont fortement débattues, en tout cas en France, mais je suppose aussi bien sûr au Canada. Alors, donc, les pédagogies critiques, aujourd'hui, c'est un mouvement très vaste, je vous l'ai dit, qui s'est développé aux États-Unis, en Amérique latine, par exemple, avec la pédagogie décoloniale ou l'éco-pédagogie, aux États-Unis avec les pédagogies queer, les pédagogies féministes critiques, dont Bell Hooks est une figure importante. Mais on a aussi des versions en Australie ou en Afrique du Sud, en Scandinavie, etc. Donc, c'est vraiment un mouvement international. Et disons que le monde francophone était resté relativement extérieur à toute cette réflexion et toute cette dynamique de recherche internationale, et que de ce fait, pour essayer de réouvrir ce dialogue, il était important de rééditer Pédagogie des opprimés et de le rééditer aussi, comme je l'ai dit, avec une préface qui soit actualisée au vu de l'évolution de la réception de l'œuvre et qui prenne en compte effectivement
son actualité, hein, c'est-à-dire pour vraiment l'ancrer dans les débats contemporains autour des thématiques actuelles concernant la pluralité des oppressions. Voilà un peu ce que je voulais dire en introduction. Je n'ai pas trop regardé le temps, donc j'espère que j'ai à peu près tenu le temps qui m'était imparti, ne pas avoir trop débordé. Si j'ai encore un peu de temps, dans ce cas-là, j'ajouterai quelques mots, mais je pense que je suis à peu près dans le temps. Non, mais si vous voulez en fait ajouter quelques mots, libre à vous, vous avez encore quelques minutes, là, il n'y a aucun problème. D'accord. Alors, bon, les points que je peux ajouter par rapport à ce que je viens de dire sur la pédagogie des opprimés, je vais insister aussi sur sur un autre aspect, je crois qu'il est très important par rapport à la lecture de cet ouvrage et aux pédagogies critiques, c'est que parmi les malentendus très importants autour de l'œuvre de Paulo Freire, sur lequel il est revenu à de nombreuses reprises et que j'éclaire dans la préface, c'est la question du rapport entre pédagogie et technique. Donc pour Paulo Freire, la pédagogie, ce n'est pas un ensemble de techniques, d'outils. Et si vous lisez Pédagogie des opprimés, en fait, pour trouver des techniques et des outils, vous allez être assez déçus parce que Paulo Freire n'a jamais considéré que sa pédagogie soit avant tout des techniques et des outils. Il a certes développé une méthode d'alphabétisation, mais il revient dans de très nombreux textes sur le fait que son approche pédagogique est avant tout une approche qui vise à développer une conscience critique du monde, c'est-à-dire ce qu'il appelle la conscientisation, qui est donc une notion centrale qui a donné aussi lieu à à nombreux malentendus, puisque la conscience critique, c'est en fait la prise en compte de l'existence de rapports sociaux, et non pas une simple prise de conscience de la réalité. C'est pas, voilà, je prends conscience d'une chose, je suis conscientisée. Donc, c'est une prise de conscience qui est une prise de conscience sociale et critique. Et l'autre aspect qui est extrêmement important de l'œuvre de Paulo Freire, c'est qu'il s'agit avant tout, par la notion de praxis, c'est-à-dire de ce qu'il appelle action-réflexion, d'un agir éthique et non pas d'un agir technique. Donc ça, c'est un point aussi sur lequel il revient beaucoup. Dans des interviews ultérieures qu'il a données aux États-Unis, il est important de tenir compte de ces éléments-là lorsqu'on lit cette œuvre-là. Donc, c'est vraiment important d'avoir à l'esprit que c'est une œuvre avec des concepts qui sont assez connus, comme enfin, ceux qui connaissent un peu l'œuvre de Paulo Freire, comme la pédagogie bancaire, la conscientisation. Voilà, il y a d'autres, la notion d'opprimé, etc. Un ensemble de notions comme ça, mais qui ont donné lieu souvent à des malentendus et qui sont souvent lus de manière trop superficielle. Par exemple, la réduction de la pédagogie bancaire à une simple critique des pédagogies transmissives. Alors qu'en réalité, lorsqu'on lit l'œuvre, la pédagogie critique, c'est la pédagogie bancaire, c'est une critique en fait de la réification de l'être humain. C'est tout processus dans lequel un être humain n'est plus considéré comme un sujet, mais réduit au rang d'objet. Et donc, avant tout, Pédagogie des opprimés, c'est un ouvrage de philosophie de l'éducation, puisque c'est la formation de Paulo Freire. D'ailleurs, si vous regardez, toutes les références qu'il donne ne sont que des références à des philosophes, il ne cite pas de pédagogues. Et c'est un ouvrage sur la lutte contre la déshumanisation de l'être humain par des processus sociaux de réification, dont le principal est l'un de ces processus est sans doute le capitalisme. Mais il y a aussi la colonisation, puis par extension, le patriarcat et d'autres modes de réification des êtres humains. Voilà. Merci beaucoup, Irène, pour cette intervention inspirante puis qui remet vraiment bien dans l'actualité les travaux de Freire. C'est très apprécié, merci. Et sur ce, je vais tout de suite relancer la discussion en donnant la parole à Vincent Grayson,
qui abordera l'influence de la pédagogie des opprimés dans les mouvements ouvriers et populaires au Québec. Donc, Vincent, la parole est à vous. Merci Camille, merci beaucoup. La publication de cette nouvelle traduction française de la pédagogie des opprimés comble une lacune importante dans la communauté militante québécoise. Et à ce titre, je salue l'équipe des éditions de la rue d'Orion de son choix de réédition. Plus que jamais, la pensée de Paulo Freire est pertinente et doit se faire entendre. Je salue également et solidairement mes deux camarades Irène Pereira et Ricardo Panatiel avec qui je partage ce panel. L'événement d'aujourd'hui se situe à l'intérieur d'une cadre qui comprend des dizaines d'autres activités semblables tenues au Québec, au Canada et partout dans le monde pour souligner le centenaire de l'anniversaire de Paulo Freire. Mais 2021 est également le 40e anniversaire du mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC, le composant le plus important du mouvement d'éducation populaire québécois, un mouvement largement influencé par la pensée de Paulo Freire. C'est donc en toute humilité que je prends quelques minutes pour témoigner de l'importance de Freire sur ce milieu que je fréquente depuis plus de 40 ans. Un peu de contexte pour situer mes remarques. L'éducation populaire au Québec trouve ses origines dans la résistance des populations locales, souvent très pauvres, qui ont résisté aux grands projets de réaménagement urbain ayant marqué le Québec à la fin des années 1960 et dans les années 1970, donc au moment où l'ouvrage de Paulo Freire est apparu. À Québec, à Hull, aujourd'hui Gatineau, à Montréal, puis à Sherbrooke, de nombreux quartiers populaires et ouvriers et des dizaines de milliers de personnes ont été touchées par ces projets de réaménagement urbain-là. Pour se défendre, ces personnes se sont organisées, se sont donné de nombreux comités de logement, des comités de citoyens, comités de quartier et des groupes de défense. Et ce mouvement citoyen de résistance marque le début du mouvement populaire au Québec. Et son héritier, le MEPAC, est aujourd'hui composé de quelques 340 groupes autonomes, organisés régionalement à travers la province. La moitié de ceux-ci œuvrent à la défense des droits économiques et sociaux des locataires, des consommateurs et des consommatrices, des personnes âgées, des personnes assistées sociales, des chômeurs et des chômeuses, des accidentés de travail et des travailleurs et des travailleuses non syndiqués. Et l'autre moitié de ces 340 groupes se constituent de centres de femmes, de groupes de solidarité internationale, des groupes de personnes handicapées, des centres de femmes, des organismes de quartier, des organismes de soutien aux personnes immigrantes, des troupes de théâtre, et des journaux communautaires. Puis, en plus de ces 340 membres du MEPAC, le mouvement d'éducation populaire québécois au sens large comprend également plus de 100 groupes d'alphabétisation populaire organisés au sein de leur propre réseau national. Et une bonne partie du mouvement des femmes québécoises organisées nationalement également. Depuis plus de 40 ans, ce qui relie tous ces organismes, auxquels il faut ajouter une partie du mouvement syndical, c'est un engagement soutenu de travailler pour la justice économique et sociale. Puis d'ailleurs, en 1978, il y a 43 ans, des groupes populaires ont donné le nom de l'éducation populaire autonome pour décrire leur manière de travailler, puis ont adopté une définition de l'éducation populaire autonome qui est comprise de 4 parties. Je fais un résumé. L'éducation populaire autonome se définit comme un ensemble de démarches et d'apprentissage critique par lequel les citoyens et les citoyennes agissent pour transformer leurs conditions de vie
et ou de travail afin d'effectuer des changements sociaux, économiques et culturels. En 2006, le MEPAC a ajouté l'importance des luttes sociales à sa compréhension de l'éducation populaire, rendant explicite une dimension implicite depuis le tout début du mouvement. Au fil du temps, cette compréhension politisée de l'essence de l'éducation populaire, inspirée de Paulo Freire, a facilité la mobilisation du mouvement d'éducation populaire autonome québécois à combattre des nombreuses réformes néfastes de l'aide sociale, à résister aux multiples attaques au régime de l'assurance chômage, à revendiquer l'augmentation du salaire minimum, à dénoncer des lois discriminatoires portant sur les vêtements, le niqab, le hijab, mais également le turban et le kippa, à s'opposer aux différentes ententes néolibérales de libre-échange et à mobiliser contre les différentes politiques gouvernementales visant le déficit zéro et l'austérité, les unes aussi destructrices que les autres. Paulo Freire est connu pour sa pédagogie conscientisante. Le MEPAC a repris cette idée-là en proposant une conception de l'éducation politisante qui mène à l'action transformatrice. Une formation qui mène à l'action, qui change quelque chose. Dans cette nouvelle édition-là, de la pédagogie des opprimés, les éditeurs reviennent sur 2 livres québécois importants qui sont parus dans les années 1980 sous la plume du collectif québécois de conscientisation. Les pratiques de conscientisation, dans le volume 1 puis le volume 2, mettent en évidence plusieurs luttes concrètes de l'époque, directement influencées par la pensée de Freire. Autant des expériences féministes, syndicales, des expériences en alphabétisation, que des luttes concrètes contre les boubous macoutes et pour la démocratisation des HLM. Bravo aux éditeurs d'avoir préservé pour les générations présentes et futures la mémoire de ces expériences charnières du passé. Dans un livre sur l'histoire du MEPAC qui va sortir cet automne, on revient sur plusieurs éléments de l'éducation populaire portés par le mouvement qui découlent de la pensée de Paulo Freire. Puis j'aimerais en souligner quelques-unes très brièvement pour alimenter la conversation qui suivra des présentations formelles. Irène l'a dit tout à l'heure, pour Freire, comme pour le MEPAC dans les années 1970, l'éducation populaire s'enracine dans une analyse de classe et dans une compréhension de l'oppression de la classe ouvrière engendrée par le capitalisme. Et sur ce sujet, là je quitte mes notes. S'il y a une raison pour acheter le livre, c'est bien sûr parce que c'est le livre de Paulo Freire, très importante, mais une deuxième raison, là, aussi importante, c'est l'introduction merveilleuse d'Irène. C'est vraiment une mise en contexte importante. Je vous encourage d'acheter le livre si vous avez la vieille édition Maspero. Achetez la nouvelle version juste pour l'introduction d'Irène. Parce qu'elle démontre comment la pédagogie conscientisante de Freire permet d'identifier les différentes forces de l'oppression dans une société donnée afin de développer des stratégies pour les surmonter. Donc, elle décrit comment que la pensée de Freire permet d'identifier dans n'importe quelle société des forces d'oppression dans cette société-là. C'est exactement la même conclusion à laquelle on arrive dans notre livre sur l'histoire de l'éducation populaire au Québec. Dans les années 70, on avait développé une analyse sociale basée sur la lutte de classe. Mais dans les années 80, le mouvement féministe nous a rappelé à l'ordre en disant que l'oppression des femmes ne se limite pas à l'oppression des femmes de la classe ouvrière. Et la façon de faire de Freire s'est adaptée alors pour identifier des forces sociales qui contribuent au patriarcat.
elle s'est adaptée plus récemment pour identifier des forces d'oppression systémiques sur lesquelles le racisme se fonde. Il a dit aussi, pour le MEPAC comme pour Friari, l'éducation populaire est un processus. C'est une façon de faire et bien plus qu'une méthode. Dans notre définition, on dit que l'éducation populaire est un ensemble de démarches, c'est-à-dire une façon de travailler qui vise la transformation sociale. Concrètement, chaque organisme membre du MEPAC, chaque comité de logement, chaque groupe d'alphabétisation, chaque centre de femmes poursuit sa propre mission. Mais au-delà de sa mission propre, chacun de ces groupes est conscient de faire partie d'un mouvement plus large de transformation sociale. Et c'est cette conception large de l'éducation populaire, inspirée de Friari, qui permet au groupe de faire le lien entre leur propre mission spécifique et son appartenance à un mouvement social plus large. C'est ce qui permet au groupe d'alphabétisation, au groupe de locataires et au centre de femmes de se mobiliser sur des enjeux environnementaux ou sur ceux reliés au néolibéralisme, lesquels, de prime abord, n'ont rien à faire avec leur travail quotidien d'alphabétisation ou de défense des locataires. C'est cette vision large de l'éducation populaire qui permet de joindre des picots. L'analyse du pouvoir dans une société est au cœur de la compréhension de Friari de la pédagogie critique. Et comme le point de départ de l'éducation populaire est de nommer l'oppression, les différents ateliers, formations et campagnes du mouvement large de l'éducation populaire québécois dévoilent les relations du pouvoir dans la société. Les démarches de conscientisation et la politisation permettent aux membres du MEPAC de nommer le monde dans lequel ils vivent. La dénonciation du néolibéralisme, ou plus récemment, l'identification des enjeux liés au racisme structurel, toutes ces grandes initiatives sur des enjeux politiques reflètent le souci du mouvement pour mieux nommer et donc mieux comprendre son monde. La mobilisation en dépend. La mobilisation. On se mobilise pour changer le monde. En se mobilisant, on devient des agents de l'histoire. Par la mobilisation collective, nous créons l'histoire. L'histoire n'est pas quelque chose qui nous arrive, c'est quelque chose que nous faisons dans nos groupes, dans nos marches, dans notre résistance, à travers nos propositions. Cette idée-là est très friarienne. Et liée à cette idée, en est une autre de Friari, qui rappelle l'importance que nos luttes aient un sens, qu'elles s'inspirent d'un projet social. Et l'histoire du mouvement social québécois est marquée par plusieurs projets de société. Le MEPAC en a un, le cadre de référence pour un projet de société adopté en 1992. Le mouvement syndical et populaire s'est donné la Charte pour un Québec populaire en 1994. Le mouvement des femmes s'est donné la Charte mondiale des femmes pour l'humanité en 2004. Le mouvement d'éducation populaire a été partie prenante dans toutes ces initiatives. Avec Friari, le mouvement d'éducation populaire croit que nos différentes luttes doivent avoir une orientation commune, doivent aller dans le même sens, vers une société de plus de justice, où les disparités de richesse diminuent, où toutes les Premières Nations auront accès à l'eau propre, où les différences raciales et du genre seront célébrées, où la pauvreté dans une société riche ne sera plus tolérée, et où la planète sera respectée comme un lieu de vie et non pas comme une ressource à exploiter. Merci de votre attention. Longue vie à Paulo Friari, puis longue vie aux éditions de la Rue d'Orion.
Merci infiniment, Vincent, pour cette intervention super inspirante. Pour terminer ce tour de table, je vais tout de suite donner la parole à Ricardo Peñafiel, qui pourra nous parler, lui, de l'influence de Freire sur les mouvements populaires et d'émancipation en Amérique latine. Donc, Ricardo, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Camille. En fait, plus qu'une analyse, je vais pratiquement faire un témoignage parce que j'ai eu la chance de connaître Freire avant même d'être né. C'est-à-dire que mon père a eu la chance de travailler avec Freire dans le ICIDA, Institut de formation et de recherche sur la réforme agraire. Selon ICIDA, c'est l'acronyme en espagnol, où Freire travaillait parce qu'il avait été convoqué par la démocratie chrétienne, le gouvernement de Frei à l'époque, donc de démocrates chrétiens qui faisaient une réforme agraire, malheureusement beaucoup moins intéressante que celle que va faire Allende immédiatement après, mais qui va quand même ouvrir quelques portes. Et donc, Frei était invité à travailler dans cet institut où mon père est arrivé. Il a suivi beaucoup d'ateliers avec lui et ils ont pu appliquer plus qu'une méthode et surtout beaucoup plus qu'une technique, cette pédagogie de la libération. Et donc, ça va marquer la réforme agraire qui va être beaucoup plus que tout simplement transférer des terres des grands propriétaires terriens vers une paysannerie qui justement était analphabète, va aller beaucoup plus loin que tout simplement un processus d'alphabétisation, mais justement une conscientisation qui, comme ça a été souligné, n'est pas une conscientisation bancaire, n'est pas une connaissance universelle qui peut être tout autant de gauche comme de droite, mais si elle se prend pour un savoir universel qu'on dépose dans des cerveaux inertes, ce n'est pas une pédagogie de la libération. En fait, cette pédagogie, c'est une pratique de la liberté. Et c'est pour ça qu'elle va marquer beaucoup plus que seulement des processus d'alphabétisation comme c'était au départ, et même des processus pédagogiques. Ça va beaucoup au-delà d'une pédagogie. C'est une praxis, c'est une pratique de la liberté, mais qui s'assoit justement sur les principes philosophiques qui sont énoncés dans ce fantastique livre que je me tannerai jamais de remercier les éditions de la Rue d'Orion de l'avoir ressorti avec une si belle traduction qui respecte l'esprit et encore mieux avec une si belle préface. Les spécificités de la réforme agraire chilienne qui était marquée par Freire, bon, je l'ai connu, c'est aussi parce que lorsque je nais dans un contexte marqué par Freire à cause de la réforme agraire, mais aussi le contexte familial, le contexte social et historique qui se prêtait beaucoup à cette pratique-là. Cette spécificité de ce processus-là, donc, c'est que les paysans se réunissaient. Ça pouvait être aussi des pobladores, ça pouvait être donc des habitants des quartiers populaires, et avec l'esprit de la pédagogie des opprimés, ce qui arrivait, c'est que au lieu de recevoir une connaissance qui pourrait être, comme vous dites, de gauche. De fait, je l'ai vu des gens qui essaient de mal appliquer cette technique-là en essayant de leur mettre une structure marxiste trop rigide. Ça ne marche pas. C'est vraiment lorsqu'on arrive et qu'on génère des dynamiques de groupe que fonctionne cette pratique de la liberté. Mais je vais quand même commencer. Au départ, c'était il y avait une méthode d'alphabétisation très efficace qui permettait d'alphabétiser les personnes en 3 ou 4 mois. Et c'était donc très efficace. Sauf que comment on réussissait ça? Il y avait un petit élément technique qui était tout simplement, au lieu d'enseigner aux personnes des mots qui ne représentent rien de leur quotidien, on les laissait parler pour que ce soit les mots du quotidien de ces personnes-là qui soient mis
qui soit mis en mots. Sauf que ce quotidien-là n'est pas fait que d'objets, justement. Ce quotidien-là, cette réalité que l'enseignant ne peut pas connaître d'avance puisqu'il vient d'un autre milieu, bien, c'est le groupe lui-même subalternisé qui va le nommer. Et en nommant cette réalité-là, on ne va pas nommer que des objets, on va nommer des relations de subordination. Et en fonction de cette capacité à nommer le monde, on va se l'approprier, on va faire des diagnostics qui vont nous permettre de générer des solutions. Donc, on est extrêmement loin d'une simple pédagogie ou une alphabétisation. On est en train de faire une pratique de la liberté dans cette postulat d'égalité, pour citer Rancière, c'est-à-dire pour réutiliser Rancière. À partir de ce postulat d'égalité, on va générer une connaissance collective, on va créer du commun qui n'existait pas encore. Et c'est pourquoi c'est là que se base l'universalité ou la pluriversalité de la pédagogie des opprimés, c'est-à-dire qu'elle peut, elle n'a pas de contenu, c'est une manière de postuler l'égalité et donc qui va permettre à quiconque de se nommer et de se constituer en groupe et à partir de là, se mettre en lutte. Donc, ça, c'est ce que j'avais au Chili. Après ça, l'exil oblige ma famille à quitter. On arrive tranquillement à Montréal et très tôt en arrivant au Québec, je retrouve encore Freire, justement. Freire, dans les pratiques que je ne renommerai pas. Vincent l'a fait brillamment. J'avais ça dans mes notes, mais beaucoup moins précis. Mais c'était quand même impressionnant, justement, dans les années 80, de voir à quel point il y avait un mouvement d'éducation populaire qui arrivait à des résultats tout à fait semblables. Ce que je rajouterais, c'est que je l'ai trouvé également Freire dans les milieux de chrétiens engagés, de gauche, solidaires avec le Chili, l'Amérique latine, qui étaient très proches également, bon, les pères des missions étrangères ou même le mouvement des étudiantes et étudiants chrétiens québécois, qui étaient très proches de la théologie de la libération, tout comme Freire. C'est-à-dire que je pense que c'est assez intéressant, cette théologie de la libération, surtout dans sa pratique ou sa praxis des SEB, des communautés ecclésiales de base, qui ont beaucoup influencé Freire et que Freire a beaucoup influencé à un moment donné. On ne sait plus qui est l'apprenant, qui est l'enseignant, qui est l'apprenant. En fait, tout le monde apprend ensemble, comme justement pour paraphraser, pour citer Freire, personne n'éduque ou ne libère personne, personne ne se libère seul. Les humains, maintenant, grâce à la nouvelle traduction, se libèrent ensemble ou s'éduquent ensemble. Et donc, tout le monde apprend. Et donc, dans cette espèce de dialectique ou dialogique entre les communautés ecclésiales de base et la théologie de la libération et la pédagogie des opprimés, là, j'ai reparcouru le chemin inverse en retour de mon exil vers l'Amérique latine et j'ai retrouvé donc Freire au Nicaragua, au Salvador, en Colombie, un peu partout, en Argentine, au Chili, encore une fois, au Salvador également, et pas nécessairement en y allant, mais en trouvant ici une série de groupes qui pratiquaient donc ce type de pédagogie-là. Bon, le mouvement d'éducation populaire de toutes sortes et des communautés ecclésiales de base, et il faut juste peut-être préciser que éducation populaire est parfois perçue ou conçue de manière bancaire également, de dire l'État subventionne des groupes communautaires pour enseigner à des pauvres ou des malpris à comment se débrouiller. Et c'est justement le mouvement de l'éducation populaire autonome est autonome au Québec et ailleurs
parce qu'ils n'acceptent pas cette manière de transmettre une connaissance, mais plutôt créer une connaissance libératrice ensemble et se constituer en groupe pour le faire. Donc, je ne sais pas combien de temps il me reste. Je n'ai pas regardé l'heure au début. Ben, il reste encore plein de temps, là. Il n'y a, il y a aucune presse. OK, merci. Donc, je ne veux pas trop entrer. Je vais prendre quand même 2 exemples. Un exemple qui est une technique, mais qui est une technique ouverte et qui donne beaucoup de résultats. Je ne sais pas si vous connaissez l'arbre social. Donc, la technique de l'arbre social, c'est qu'on a un arbre muet, comme un arbre. Donc, il y a les racines, il y a le tronc et il y a les branches. Et donc, là-dedans, on peut mettre toutes sortes de choses, mais il y a une pratique qui se fait souvent. Celle-là, je l'ai vue à Quilmes, en Argentine. Un groupe d'éducation populaire qui, justement, utilisait ses propres techniques pour eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne faisaient pas une distinction entre le groupe organisé qui fait de l'éducation populaire et les pauvres, mais c'est vraiment toutes leurs réunions, toutes leurs activités étaient conçues à travers ce type d'action-là. Donc, l'arbre social, le tronc, disons que c'est le problème. Et les racines, c'est les racines du problème, et les branches, c'est les solutions. Et ce qui est incroyable, c'est comment est-ce que lorsqu'on fait de manière authentique cette démarche-là, lorsque l'animateur n'arrive pas avec une solution, justement, pas avec une idée toute faite, eh bien, c'est cette connaissance qui va être créée dans l'instant. Et donc, c'était de voir comment est-ce que les animateurs qui arrivaient avec leur conception de comment il fallait faire une prise de terrain et comment il fallait faire l'organisation paysanne ou quoi que ce soit, ben, en appliquant cette méthode-là, il y avait une analyse qu'ils n'auraient jamais été capables de concevoir, des problèmes qu'ils n'auraient jamais pu concevoir et des solutions incroyablement adaptées et surtout ce que ça génère comme conscience collective. Donc, j'ai pu le constater en Argentine. L'autre, c'était dans une communauté ecclésiale de base, un curé qui avait sa conception d'une homélie et puis comment le groupe a été capable de lui dire non, 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 ton interprétation n'est pas bonne. Et que là, on l'a remis à sa place, lui, le curé qui se pensait hiérarchiquement supérieur et que son savoir était supérieur, bien, le groupe lui-même a été capable de dire mais non, ton interprétation, ils ne lui ont pas dit comme ça, mais c'était nous, on est pauvres, donc c'est comme ça qu'on perçoit cette écriture-là. Toi, tu as le droit à ton opinion, mais c'est pas. Donc, c'est très intéressant. Et ce que ça génère, donc. Et pour finir, comme dernier commentaire, à partir de ces commentaires-là, donc, bon, je l'ai dit, c'est une pédagogie qui doit s'appliquer à l'ensemble du groupe, puis c'est un genre de postulat d'égalité. C'est ça qui génère cette connaissance créée par le groupe lui-même. Ça ne doit pas seulement s'appliquer au niveau ça ne devrait pas s'appliquer seulement au niveau de l'éducation populaire ou de l'alphabétisation. Je pense que ça peut et ça doit s'appliquer également au niveau des écoles, même si le pauvre Freire a essayé de le faire en tant que ministre de l'Éducation, puis il s'est rencontré à plusieurs entraves administratives. Mais ça devrait se faire au niveau de l'école et même au niveau de l'université. Justement, j'ai cité plusieurs fois Rancière, ce maître ignorant qui est un meilleur éducateur lorsqu'il n'a pas la connaissance, mais lorsqu'il doit la générer avec le groupe. Ça fonctionne également comme pédagogie universitaire. Et j'avais dans mes notes, mais je n'avais pas prévu qu'Irène allaient en parler autant en détail. Donc, d'autres pédagogies critiques, dont bon, le féminisme dialogique que je n'ai pas entendu, je rajoute, et puis des pédagogies libertaires et autres pédagogies autonomes. C'est ça, c'est cette valeur universelle ou pluriverselle qui s'est donc déployée dans toutes sortes de milieux, jusque dans l'université. Je pense que c'est ce qui fait l'actualité de Paulo Freire, et grâce à cette nouvelle édition, j'espère qu'il va se remettre en marche comme il n'a jamais arrêté, mais un nouveau souffle serait très beau pour ce 100e anniversaire de sa naissance. Merci.
Merci beaucoup, Ricardo. C'est ce qui met fin à la période tour de table. Les 3 interventions ont été très, très inspirantes et à propos. Merci infiniment à tous et à toutes. Là, on va commencer une période de questions. J'ai envie d'y aller un peu librement. Je vous invite à déposer des questions dans le chat. On va les monitorer, on va les poser à nos intervenantes. Donc, voilà. Sinon, nous aussi, on a aux éditions quelques questions de relance à adresser aux invités. Mais on dirait que j'aurais aussi envie de vous relancer la parole entre vous. Si jamais vous avez des questions pour l'un ou l'autre, si jamais vous avez envie de discuter de vos interventions respectives, sentez-vous bien à l'aise. Donc, on dirait que j'aurais envie de commencer avec ça. Est-ce que vous avez envie, entre vous, de vous adresser des questions ou de vous relancer sur vos interventions? Personnellement, j'ai déjà dit que j'avais beaucoup apprécié les autres interventions, donc je ne reviendrai pas, mais je vois Vincent qui... Justement, c'est toi, Ricardo, qui a soulevé la question de l'importance de la liberté. D'ailleurs, j'ai relu la pédagogie des opprimés, la nouvelle version, puis ça m'a ramené. J'avais oublié combien que Friari était en fait d'inspiration un peu chrétienne, mais pas juste. La question de l'espoir, la centralité de l'espoir dans sa vision de c'est une ontologie du pas encore, une ontologie, une demande aux personnes d'aller vers le plus être. Hein? Et d'avoir de l'espoir, ça m'a rappelé beaucoup Ernst Bloch, un marxiste d'ailleurs, qui a écrit le principe d'espérance. Il cite abondamment dans Pédagogie des opprimés Erich Fromm. J'avais oublié tout ça, donc ça vaut la peine d'acheter le livre, c'est ce que je veux vous dire. Là. Ça vaut la peine de l'acheter, même si vous l'avez lu il y a 30 ans dans les éditions Maspero, ça vaut la peine. Mais ce que tu avais dit, l'importance de la liberté, combien que c'est fondamental. Puis tu as cité le phénomène des groupes populaires autonomes, puis combien que ces groupes-là tiennent à leur autonomie, à leur liberté, à leur capacité de choisir par eux-mêmes comment ils vont intervenir, sur quoi ils vont intervenir. Puis, tu sais, tu mets vraiment le droit sur le défi actuellement dans le milieu communautaire québécois, où on vit une période d'instrumentalisation, une tentative par des bailleurs de fonds, que ce soit des bailleurs de fonds publics, que ce soit des bailleurs de fonds privés, soit Centraide, soit la Fondation Chagnon, d'utiliser des groupes que normalement, un groupe communautaire, là, si on y va par la définition gouvernementale ici dans un contexte québécois d'un groupe communautaire autonome, ce sont des organismes ou des groupes fondés par des personnes qui vivent une oppression, qui vivent une problématique, que ce soit des chômeurs, que ce soit des personnes assistées sociales, des locataires. C'est ces personnes-là qui fondent des groupes pour répondre à leurs besoins. Et ce qu'on vit présentement dans le milieu, qui est tout à fait le contraire à l'idée de Friari, c'est une tentative de faire détourner la mission de ces groupes-là, de faire détourner vers l'atteinte des objectifs autres que des objectifs des personnes qui les fréquentent. Alors, je te remercie d'avoir ramené ça sur le décor parce que, effectivement, c'est un réel enjeu. D'où vient l'importance de relire Friari, pour se remémorer combien que c'est important si on prétend avoir une démarche d'éducation populaire autonome, que le point de départ, c'est des personnes dans les groupes. C'est ça le point de départ. On les écoute, on donne la parole aux personnes sans parole. Et c'est ça un groupe d'éducation populaire. On permet aux personnes de prendre la parole au sein de leur propre organisme d'abord, en assemblée générale, dans des comités de travail. Les groupes donnent la parole aux populations qui sont souvent exclues de la prise de parole parce qu'ils ne détiennent pas des moyens de communication. En tout cas, j'ai trop parlé, mais en tout cas, merci de ton intervention. Ben, parfait, merci beaucoup, Vincent. Je ne sais pas, Ricardo, si vous voulez rebondir sur ce que Vincent vient de dire. En attendant, je vais peut-être y aller avec une question qui vient du chat. Donc,
quelle serait une bonne porte d'entrée pour introduire les idées de Fréré à des enseignantes qui sont habituées à des approches plus traditionnelles? Moi, je veux bien intervenir sur cette question, si vous me permettez, parce que jusqu'à récemment, je faisais de la formation des enseignants, donc j'ai eu l'occasion de me poser pas mal ces questions. Et disons que même si j'ai par exemple la référence à Rancière et à l'égalité, présupposé d'égalité, je crois que c'est tout à fait juste. Par contre, parfois il me semble qu'il y a des comparaisons ou des assimilations de frères à d'autres approches pédagogiques qui ont des limites, qui sont intéressantes, mais qu'il faut aussi nuancer. Par exemple, en ce qui concerne Rancière, je pense que Paulo Frère, plus qu'un maître ignorant, considère qu'il y a une dialectique entre des types de savoirs différents et entre des savoirs qui sont issus de l'expérience. On a très bien parlé Ricardo quand il a dit, en fait, je ne sais plus si c'est Vincent ou Ricardo qui a parlé du fait que c'est une expérience que l'enseignant ne peut pas connaître, cette expérience sociale, etc. Mais d'un autre côté, il y a, et ces frères qui disent ça, qu'il faut dépasser cette expérience sociale et que la conscientisation, c'est la capacité à ce que cette expérience sociale qui est située et subjective en quelque sorte, puisse aussi être confrontée à une approche plus abstraite et structurelle, systémique, qui amène à montrer en fait que les rapports sociaux sont pas, enfin, que quand on vit une injustice, c'est pas seulement un rapport, une relation individuelle avec une personne qui est méchante, mais que c'est un rapport social structurel, par exemple dans le cas de violences conjugales, par exemple, entre des hommes et des femmes. Et de ce point de vue-là, je dirais que que veut-on dire par approche plus traditionnelle? Alors bien souvent, ce qu'on va avoir tendance à penser, c'est que Paulo Freire serait une sorte de représentant latino-américain de l'éducation nouvelle. C'est-à-dire qu'en fait, ce serait remettre en cause, si vous voulez, le fait que les enseignants, les élèves soient passifs, qu'il faudrait qu'ils construisent leur savoir, etc. Bien sûr, il y a une part d'activité, puisque l'objectif de Paulo Freire, c'est de développer la capacité à chacun être sujet. Mais je ne pense pas que ce soit, disons, forcément, uniquement l'aspect le plus spécifique. Le plus spécifique, il me semble, de l'approche de Paulo Freire, c'est vraiment cette question du rapport d'oppression. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va poser l'idée que l'éducation, elle doit amener à cette lecture critique du monde, c'est-à-dire l'idée qu'il y a des groupes sociaux opprimés et que ces groupes sociaux opprimés doivent prendre conscience des raisons pour lesquelles ils sont socialement opprimés et qu'à partir de là, ils développent aussi une praxis de libération de cette oppression. Et disons que si les enseignants déjà ils sont fermés à cette lecture critique du monde, jamais ils ne pourront la partager avec des élèves. On ne peut pas faire de la pédagogie des opprimés quand on est de droite, quand on est réactionnaire, quand on est conservateur. Si déjà on n'a pas cette lecture critique du monde, ça va être compliqué. Donc en fait, ce n'est pas tant les approches traditionnelles qui vont les bloquer. C'est si la personne déjà elle s'en fout de la justice sociale et que ça n'a aucun intérêt pour elle et qu'est-ce qu'elle veut, c'est maintenir le statu quo, jamais elle ne pourra faire de la pédagogie critique, de mon point de vue, ou de la pédagogie des opprimés. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une question ici pour Ricardo, qui est que penserait Fréré du concept actuel de solidarité internationale? Ben, en fait, il est actuel, mais il était actuel aussi de son époque. Donc, Fréré a toujours été dans la solidarité et aussi bénéficié de la solidarité internationale lorsqu'il a pu s'exiler en Bolivie, au Chili et ensuite ailleurs dans le monde. C'est un peu ce qui allait dans mon idée de parler de la valeur universelle ou pluriverselle de Freire, et c'est que
Et puis bon, l'idée du postulat d'égalité, je n'essayais pas de dire que c'était équivalent. C'était l'image qui me vient en tête pour montrer c'est quoi l'élément équivalent. Mais cet humanisme-là de Freire faisait en sorte qu'on voyait dans... on voyait, il y a des gens qui écrivent, je vais pas lire pendant que je parle, donc je le lirai après. Donc ben voilà, dans cet humanisme-là, il y a cette ouverture au monde entier. Donc, pour cette question-là qui m'était adressée directement, je pense que ça va un peu de soi, à moins qu'on veuille la préciser. Moi, ce que je voulais amener par rapport, tout en étant d'accord avec Irène sur l'idée que ce n'est pas traditionnel versus d'autres pédagogies plus ouvertes, mais que la focale doit aller sur la partie de groupes sociaux, rapports sociaux et démanteler l'oppression. Donc, pour poursuivre dans ce sens-là, je pense que c'est pas juste que on peut pas faire de la pédagogie des opprimés si on ne remet pas en question l'oppression. Moi, je pense qu'on est dans l'idéologie, dans la reproduction du faux, lorsque on ne prend pas en considération ces oppressions-là. Donc, je pense que c'est pour ça que je dis il faudrait l'appliquer jusqu'à l'université. On est par rapport justement à une pédagogie critique, revenons à l'origine de toutes ces critiques-là, la théorie critique qui s'oppose à la théorie traditionnelle. La théorie traditionnelle, elle est positiviste, elle reproduit le monde tel qu'il est sans se poser de questions, à savoir est-ce qu'il ne pourrait pas être autrement. Donc, on normalise, on naturalise des rapports d'oppression, alors qu'une pédagogie vraie, authentique, ne peut être que libératrice et donc, par conséquence, démocratique et anarchiste, c'est-à-dire démocratique dans la mesure où c'est ça l'idée du postulat d'égalité, c'est l'idée abstraite derrière ça, c'est l'idée de dire il n'y a pas de hiérarchie qui vaille au moment de créer la connaissance. C'est vrai qu'on peut avoir quelques connaissances de plus que d'autres, mais ce n'est pas un va-tout qui fait en sorte qu'on crée la connaissance ensemble et ça fonctionne à tous les niveaux. Donc, que dire un mauvais maître ça serait de lui dire, pour que ta connaissance soit réellement scientifique, démocratique et libératrice, il faut incorporer l'analyse des rapports sociaux et rester critique vis-à-vis de ces hiérarchies-là. Merci beaucoup. Je viens de me rendre compte que je n'ai pas nommé les auteurs et autrices des questions jusqu'à maintenant pendant la période de questions, donc je m'en excuse vraiment, je vais corriger le tir à partir de maintenant. Alors, j'ai une question de Glodel Medilas, qui se demandait « Pouvez-vous établir une relation entre la pensée de Paulo Freire et la tradition critique latino-américaine? Quel impact la théologie de la libération, la théorie de la dépendance, la philosophie latino-américaine aurait joué dans sa théorie de la pédagogie de l'opprimé? » C'est une belle question, trop belle dans la mesure où je n'ai pas de réponse à ça. Pas dans le sens... c'est l'esprit du temps, mais je pense que c'est très compatible. Tu sais, quand je disais qu'est-ce qui a influencé qui, les communautés ecclésiales de base, la théologie de la libération et Freire, ça fonctionne ensemble. Donc, la théorie de la dépendance, elle était déjà là. Moi, ce que je rajouterais, c'est que, en fait, aujourd'hui, on a l'option décoloniale. Donc, on a réarticulé depuis 20-30 ans une série de choses qui étaient déjà là, dont la théorie de la dépendance, mais on l'a articulé une critique radicale de la modernité coloniale, c'est-à-dire que, mais c'est une idée qui se trouvait déjà là dans la théorie de la dépendance, mais donc cette lecture décoloniale actuelle, il y a une pédagogie également décoloniale qui est inspirée de Freire. Et donc,
donc oui, c'était toute une... À l'époque, on parlait de front de lutte pour la libération nationale. Donc, dans cette idée de national, c'était pas tant le nationalisme que l'anticolonialisme qui était là. Et Freire a participé à tous ces mouvements-là. Donc, c'est dans l'esprit du temps, mais je pense que c'est encore plus intéressant de voir comment Freire est encore d'actualité dans la lecture décoloniale latino-américaine actuelle. Et il y a une question qui est revenue plusieurs fois dans le chat. C'est Ricardo, auriez-vous un document sur la technique de l'arbre social, guide d'animation, exemple, etc., pour être utilisé dans un cours? Et je l'ai juste vécu, et puis ça fait déjà 30 ans en Argentine, donc ça doit se trouver. Hein, on écrit arbre, Irène pourrait, ou Vincent pourrait m'aider parce que moi, c'était en faisant des recherches de terrain et ou des voyages solidaires que je suis tombé sur Freire, mais je ne suis pas un spécialiste de cette pédagogie-là. Donc, pour quelque chose qui pourrait être utilisé dans un cours, malheureusement, je n'en ai pas. Moi, je veux bien intervenir par rapport à ça parce que je pense qu'on est un peu dans les malentendus que j'essaye de dire par rapport à l'œuvre de Paulo Freire. C'est-à-dire que moi, pour mes travaux, je fais une distinction entre la pédagogie et la didactique. C'est-à-dire qu'il me semble que Paulo Freire, il utilise le terme de pédagogie. Et quand on regarde, par exemple, Pédagogie de l'autonomie, son dernier ouvrage, on ne trouve aucune technique. On trouve, par contre, le mot éthique qui revient beaucoup. Donc, c'est un agir éthique. Après, il peut y avoir effectivement ce qu'on va appeler de la didactique. Ce sont des techniques. Mais en fait, ce n'est pas ça le plus important. Par exemple, je me suis intéressée à la question des récupérations néolibérales des techniques pédagogiques, y compris celles qui sont vues comme émancipatrices, libératrices, etc. Si vous prenez le fait de mettre en place des techniques qui visent à produire de la solution, bah ça, c'est typiquement, vous avez énormément de sessions de formation, de brainstorming dans les entreprises, etc., qui utilisent ce genre d'outils, hein, des arbres à problèmes, etc. Donc, en fait, ce n'est pas ça le cœur de la pédagogie critique. Si vous pensez que c'est ça, en fait, vous réduisez la pédagogie critique à un ensemble de techniques qu'à la rigueur, on peut standardiser, marchandiser, vendre comme des produits commerciaux. On retombe dans ce que dénonçait d'ailleurs la théorie critique, c'est-à-dire la réification du monde, la transformation de toute chose en marchandise, etc. Et si on veut échapper à ça, il faut se situer sur un autre plan pour bien comprendre ce que c'est la pédagogie de Paulo Freire, c'est-à-dire au niveau de la génétique. Par exemple, dans Pédagogie des opprimés, il y a toute une partie sur le refus de la manipulation, c'est-à-dire le refus d'utiliser simplement des moyens efficaces pour arriver à un but. Et parce que la question, ce n'est pas celle de l'efficacité pour Paulo Freire avant tout. La question pour lui, c'est la question de la lutte contre la réification, c'est-à-dire la transformation de l'autre en un simple objet. Et donc, c'est toute une réflexion éthique qu'il faut avoir avec, quand on est dans une relation d'enseignement. Et la plupart des problèmes, parce que moi, j'ai fait pendant plusieurs années de la formation d'enseignant, c'est-à-dire que la plupart des gens reformulent des problèmes qui sont des problèmes éthiques en des problèmes techniques pour avoir des solutions techniques là où il faudrait avoir une réflexion éthique. Voilà, moi je ne sais pas. Souvent, on va demander, voilà, moi je ne sais pas, des techniques pour... je ne sais pas exactement dans quel sens, voilà, quelles seraient les attentes ici des personnes, mais souvent, si on regarde le problème auquel la personne est confrontée, ce n'est pas un problème technique, c'est un problème éthique, mais qui est reformulé en problème technique.
Merci, Irène. J'ai envie de rebondir et de vous poser la question. Avec la pensée de Paulo Freire et des pédagogies critiques, quelles critiques justement on peut faire des visions plus communes de l'éducation? Donc, d'une part, la vision conventionnelle d'une relation maître-élève verticale, de la transmission de comme dépôt de savoir, et d'une autre part, l'approche plus expérimentale de développement des compétences pour une meilleure insertion dans le marché du travail. Ben, moi, je vais bien me donner mon avis, mais je ne pense pas qu'effectivement, si vous voulez, ce soit très spécifique à Paulo Freire que la remise en cause de la relation maître-élève, puisque les pédagogies libertaires, l'éducation nouvelle, tout ça avait déjà... Bon, Paulo Freire, il parle d'une pédagogie dialogique, mais là aussi, il faut comprendre vraiment philosophiquement ce qu'il veut dire réellement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, dans le dialogue, c'est une relation horizontale, c'est le postulat d'égalité dont parlait Ricardo, et quand vous dialoguez avec quelqu'un, c'est une autre relation que, par exemple, de commander quelqu'un ou de lui donner des ordres. Il y a une égalité dans le dialogue. Donc, en soi, bon, il y a toute une réflexion philosophique autour du dialogue, et d'ailleurs, Paulo Freire s'appuie sur Karl Jasper, qui est un philosophe, sur Martin Buber, qui est un philosophe, etc. Ce sont les références qu'il cite dans Pédagogie des opprimés. Il ne cite quasiment que des philosophes, parce que derrière ce qu'il dit, il y a une portée philosophique. Mais fondamentalement, c'est pas ça. Fondamentalement, c'est la question du rapport d'oppression et de la réflexion autour de la prise de conscience de ces rapports d'oppression qui structurent aussi une salle de classe et de la transformation sociale qu'implique cette prise de conscience de l'oppression. Et donc, de ce point de vue-là, la version qui consiste à dire les élèves sont des futurs travailleurs qui servent à l'employabilité, justement, une pédagogie critique est une pédagogie qui va amener une réflexion là-dessus, et une réflexion critique sur le fait de réduire l'éducation à de simples compétences à l'employabilité, puisque pour Paulo Freire, ce n'est pas du tout ça, c'est une lecture critique du monde qui est tournée vers la lutte contre les injustices sociales, et qui sont des injustices qui amènent à la réification de l'être humain. Donc, fondamentalement, c'est pour moi, et d'après le temps que j'ai passé à lire Paulo Freire, c'est quand même ce que je comprends fondamentalement de son œuvre. Si je puis me permettre, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Irène vient de dire, et c'était déjà dans les commentaires antérieurs sur le fait que c'est une éthique et une action, une pratique, j'allais dire praxis, mais j'ai pratique de la liberté. Et donc, c'est ça, ça va au-delà, beaucoup au-delà des questions pédagogiques conventionnelles. C'est moi ce que je retiens de toutes les expériences que j'ai vues. D'ailleurs, l'arbre en question, c'est pas un arbre à solution ou à problème, c'est un arbre social. Donc, ce qu'on cherche, c'est trouver les racines de problèmes sociaux. Donc, les genres de problèmes qui vont se poser, c'est l'origine un groupe de femmes battues, d'où vient cette violence-là? Et dans les racines, ça va être incroyable la quantité. Et les solutions, ça va être s'organiser, manifester, lutter. Donc, ça va vraiment dans le sens de ce que dit Irène, c'est que c'est pas au niveau des Irène l'a dit plusieurs fois, même dès le début, la conception bancaire n'est pas seulement au niveau de transmission de connaissances, c'est lorsqu'on considère l'autre comme un objet, qui n'est plus considéré comme un humain, comme un égal, peu importe le contenu qu'on met dedans, peu importe, c'est ça qui va
qui va empêcher qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait une pédagogie libératrice. Et donc, je vais juste renforcer, aller tout à fait dans le sens de ce que dit Irène et en fonction de l'arbre qui n'est pas une technique, mais qui quand même, c'est l'arbre social. Donc, pourquoi c'est inspiré de Freire? C'est parce que ce qu'on retrouve lorsqu'on fait cet exercice-là, c'est des rapports sociaux et non pas des solutions instrumentales à des petits problèmes techniques. Vincent, je vous ai vu lever la main. Je ne sais pas si c'est encore d'actualité, si vous vouliez toujours intervenir. Probablement pas, mais juste pour rappeler, dans le contexte des groupes communautaires québécois, ces racines se retrouvent dans le milieu de l'éducation des adultes. C'est ça l'histoire du mouvement d'action communautaire au Québec et l'histoire de l'éducation des adultes. Dans le sens suivant, c'est la commission parents qui a fondé le milieu public d'éducation au Québec. Une des préoccupations dans les années 60, c'était le fait que un pourcentage assez fort des adultes au Québec n'avaient même pas terminé leurs études primaires, encore moins qu'ils avaient terminé leurs études secondaires. Et donc, on a mis en place, dans la Révolution tranquille à la suite le mouvement populaire, ces groupes populaires-là étaient des lieux d'apprentissage. Ils ont été soutenus par le ministère de l'Éducation par un programme des OVEP, Organismes volontaires d'éducation populaire, des petites subventions pour faire de l'éducation populaire. Parce que même l'État a reconnu que l'éducation des adultes ne se passait plus par les institutions scolaires. C'était trop tard. Des adultes n'avaient plus besoin d'école, mais avaient quand même besoin d'éducation. Donc, un des enjeux qu'on a présentement dans le milieu communautaire, c'est le fait qu'avec l'instrumentalisation dont j'ai parlé tantôt, avec la réduction de l'éducation des adultes au Québec, strictement à de l'employabilité et de la formation pour l'emploi, je peux la nuancer un peu, mais à peine, c'est ça l'éducation des adultes. Ce n'est que de la formation en entreprise ou l'employabilité. Donc, il y a une forte pression sur les groupes, à cause de l'instrumentalisation et tout ça, de délaisser. Le conseil d'administration, là, c'est un lieu d'apprentissage. C'est un lieu d'apprentissage pour les personnes qui fréquentent le groupe. C'est ça l'idée d'un groupe populaire. Donc, et c'est là l'importance de Friari. C'est toute ça l'importance d'une approche de Friari. Et je répète là que pour le MEPAC, l'éducation populaire, c'est une démarche, c'est pas des choses, c'est pas des objets, c'est la façon de faire qui est inspirée de Friari et c'est ça la partie du mouvement d'action communautaire que je défends dans ce panel-là. Et je ne sais pas si j'ai ajouté quelque chose. Oui, bien sûr, assurément. Merci beaucoup. Mais d'ailleurs, vous y avez déjà un peu répondu à cette question-là, mais il reste du temps pour 2 questions que j'ai déjà. Donc, on va conclure avec ces 2 questions-là, puis après ça, il y a quelques petites annonces qui vont être faites. Mais Vincent, donc j'aurais une question pour vous. La pédagogie des opprimés a été longtemps perçue et mise en pratique dans un cadre de lutte des classes essentiellement socio-économiques, avec pour référent, selon les contextes, la classe ouvrière ou paysanne. Depuis une trentaine d'années, il est de plus en plus admis que les oppressions sont multiples, donc racisme, xénophobie, sexisme, LGBTQIA-phobie, capacitisme, etc. Comment les mouvements d'éducation populaire ont-ils intégré ces formes d'oppression dans leur pédagogie, dans leur lutte d'émancipation? Si c'était possible de répondre à ça. Merci beaucoup. Bien, la question est énorme. De un, je constate qu'on a réussi à le faire. Dans mon mouvement provincial, actuellement, la priorité, c'est la lutte contre le racisme structurel. Comment on identifie les oppressions en arrière du racisme structurel, bien, c'est avec une pédagogie de conscientisation. Le mouvement des femmes, c'est la même chose. Je vous ai dit que c'est le mouvement des femmes qui nous a rappelé à l'ordre pour dire, écoutez, l'oppression des femmes, c'est juste les femmes de la classe ouvrière. Il y en a d'autres femmes aussi qui le vivent. Le patriarcat, ça dépasse la question de classe. Donc, oui, c'est un défi constant dans le milieu.
d'intégrer avec notre façon de travailler l'identification des différentes forces d'oppression. Ceci dit, et là, j'espère que je ne fais pas d'appropriation de voix, mais tu sais, une femme m'a dit, le fait pour une femme qui vit de la violence conjugale ou la violence domestique, qui vient d'une famille où son propre père a été la victime de violences conjugales, peut avoir l'idée que la violence, c'est normal. C'est l'état normal des choses d'être violentées. Mais à partir d'une démarche d'éducation populaire dans un groupe de femmes, je vous répète, c'est quelqu'un qui me l'a raconté, dans une démarche avec un groupe de femmes, on arrive à nommer ce que la personne vit comme de la violence. Le fait de le nommer fait que tu ne peux plus ne pas l'avoir. Une fois que tu as nommé la violence, une fois que tu as nommé le racisme, tu ne peux plus faire comme si ça n'existe pas. Le défi, c'est qu'est-ce que tu fais avec cette connaissance-là? Parce qu'on peut voir quelque chose, on peut le nommer, puis on peut décider de rien faire. L'idée dans une démarche de conscientisation de Paulo Freire, c'est qu'on se mette en marche avec d'autres pour poser des gestes contre la violence, contre le racisme. C'est ça le défi dans nos ordres. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais je vois le temps qui file. C'est ce que je dirais comme façon de répondre. Merci beaucoup. C'est très apprécié. Donc, comme dernière question, il y a Ricardo qui voulait rebondir sur la question qui a été déposée dans le chat. La pédagogie des opprimés pourrait-elle être utilisée pour libérer les oppresseurs, pardon. Donc, je vais répéter, la pédagogie des opprimés pourrait-elle être utilisée pour libérer les oppresseurs? C'est une question de Oscar. Je pense que Freire répond directement dans son livre, Irène ou Vincent qui venait peut-être le lire plus récemment. Moi, je l'ai lu il y a un an. Donc, mais j'ai vraiment le souvenir que Freire aborde cette question-là. Évidemment, l'oppresseur ne peut pas rester oppresseur, mais en théorie, si on réussit à avoir un dialogue, ben, les oppresseurs devraient à terme être libérés de ce rapport d'oppression qui les appauvrit tout autant que celui qui est opprimé, parce qu'ils n'ont pas un rapport au monde qui soit authentique, ils perdent leur humanité là-dedans. Donc ça, c'est ce que je me souviens de la réponse que Freire donne à cette question qui se pose lui-même parce qu'il aborde de manière assez exhaustive la question en l'abordant de plusieurs angles et il finit par arriver à ça. Mais je demande à des plus grands spécialistes que moi de le faire, mais il me semble que c'est dans ce sens-là quelle est la réponse de Freire à la question. En fait, il dit que la citation, quasiment, c'est seule la force des opprimés libérera les opprimés et les oppresseurs. Et en fait, effectivement, les oppresseurs sont aussi opprimés, mais de manière différente, parce qu'en fait, ils pensent l'opprimé, il n'est ni dans l'être ni dans l'avoir, enfin, puisqu'il n'a pas, les biens matériels nécessaires, il ne peut pas développer son être, mais l'oppresseur qui, lui, est dans l'avoir, puisqu'il exploite les autres pour acquérir de l'avoir, mais en fait, il pense de ce point de vue-là qu'il est dominant, qu'il est émancipé, mais en fin de compte, il se perd dans l'avoir au détriment de l'être. Et donc, il est nécessaire de remettre complètement en cause le rapport le système qui produit le rapport social opprimé-oppresseur pour pouvoir libérer tout le monde, c'est-à-dire libérer cette logique de l'avoir au détriment de la logique de l'être. Mais après, la difficulté aujourd'hui, puisqu'on a abordé la multiplicité des oppressions, c'est qu'à partir du moment où vous admettez qu'il y a une multiplicité des oppressions, vous admettez que chacun et chacune, sauf à quelques cas après, nous soyons à la fois opprimés et oppresseurs. Par exemple, on peut être une femme blanche, un homme de classe populaire, etc. Et donc, ça vient complexifier
cette question du rapport entre opprimé et oppresseur. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui met fin à la période de questions. Mais avant de se quitter, il y a quelques personnes qui voulaient faire des annonces. Irène, je sais que vous vouliez prendre la parole pour annoncer quelque chose qui s'en vient à grands pas. Donc, je vous laisse, Bien, je vous remercie beaucoup. Oui, alors nous organisons en ligne, donc pour ceux qui peuvent participer, il y aura une possibilité de s'inscrire. On est en train de finaliser le système d'inscription. Pour le 16 et 17 septembre, la rencontre internationale, la 12e rencontre internationale du Forum Paulo Freire, qui existe en fait depuis 1998, donc l'année après le décès de Paulo Freire, puisqu'il est mort en 1997, et qui se réunit tous les 2 ans, et qui est en lien avec le Conseil mondial des instituts Paulo Freire, donc ce qui vous montre le caractère de dynamique internationale véritablement autour de l'œuvre de Paulo Freire. Et donc, cet événement comprendra des présentations en français, en anglais et en portugais et en espagnol, et avec des intervenants et puis des participants de différents continents. Voilà, et donc ça se déroulera le 16 et 17, et il y a un site internet qui est en ligne et qui vous permet d'avoir les informations, et j'ai donné le lien. Donc je pense que, je ne sais pas comment il vous sera diffusé, mais voilà, mais je peux le mettre sur le chat pendant que les autres vont parler. Voilà, je vous remercie. Et on pourra s'assurer aussi de mettre le lien sur notre page Facebook pour le diffuser et qu'il soit facile d'accès. Donc, il y a aussi Ronald Cameron qui voulait faire une annonce d'un autre événement qui arrive à grands pas. Donc, Ronald, je ne sais pas si vous pouvez m'entendre via le Zoom. Je suppose que oui. Je ne sais pas si vous avez... Oui, vous m'entendez? Génial, oui, on vous entend. Donc, je vous laisse faire l'annonce. Alors, j'ai déjà mis dans le chat les 2 liens. Un lien pour l'inscription et un lien avec la page Facebook de l'événement qui va être à la fois en ligne et en présence sur 2 villes, Québec et Montréal, pour le présentiel. Et c'est centré sur l'actualité de la pédagogie de Paulo Freire au Québec. Donc, c'est un truc essentiellement sur partant de témoignages d'artisans, de personnes qui ont fait la pédagogie de transformation sociale un peu, et ça reprend ce que Vincent a pu préciser. Il y a dans une première partie Michel Blondin, qui a été en éducation à la citoyenneté et dans les comités de citoyens dans le Sud-Ouest dans les années 70, et il a aussi été en Amérique latine, et qui est revenu ici et qui a égalitaire en quelque sorte dans sa perspective. Et il y a Jean-Yves Desgagnés, qui est un des artisans du groupe de conscientisation, du groupe québécois, du collectif québécois de conscientisation, et qui vont témoigner de l'enracinement du passé. Par la suite, va intervenir des gens qui font la pratique Freire ici. Alors, on a Vanusa Andrade, du responsable d'éducation au Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec, le MEPAC, justement, qui va fêter ses 40 ans. Il va y avoir aussi Martine webinaire, qui est la présidente du regroupement des groupes en alphabétisation populaire du Québec, et qui est aussi l'animatrice de l'Atelier des lettres, qui est un groupe en alphabétisation dans le Sud-Ouest, et qui est au Comité social Centre-Sud à Montréal. Et pour clôturer, c'est Lise Noël, qui est formatrice au Centre Saint-Pierre, qui va aussi témoigner de la pratique en éducation populaire. Et là, vous avez donc un combo qui est du passé et d'aujourd'hui. C'est fait par le collectif Un Québec fou de ses solidarités, qui réunit un certain nombre de groupes et qui fait ça en partenariat avec le Centre Saint-Pierre et l'Institut de coopération pour l'éducation des adultes, auquel j'ai été associé aussi par le passé, que Vincent
a eu une grande reconnaissance, en quelque sorte. Bon, et je pense que je veux juste mentionner qu'Irène va nous faire le mot d'ouverture aussi à cette activité-là, et qui est un rendez-vous important pour souligner la contribution de l'approche de Fréry pour la transformation sociale et pour le développement de la pratique des pédagogies critiques ici au Québec. Alors, j'ai mis les liens pour en savoir plus. J'aurais aimé intervenir dans le débat. Comme enseignant, moi, j'étais dans le secteur public et il faut... bon, j'ai une certaine réflexion. D'ailleurs, les éditions de la rue d'Orion vont être à Montréal avec la publication et les nouveaux cahiers du socialiste qui vont publier quelque chose en septembre sur l'éducation, dans lequel j'ai un article sur la contribution de Fréry ou la perspective de Fréry dans l'école publique, comment elle peut se concrétiser. Donc, et probablement, il y avait du monde d'attaque ici, il y en a encore. Il y aura un numéro d'attaque qui va porter aussi sur la pédagogie de Fréry. Donc, on va essayer de faire la réunion de toutes les initiatives. Merci. Merci beaucoup, Ronald, pour cette annonce. Alors, c'est ça qui met fin à ce lancement puis aux riches discussions qu'on a pu avoir ensemble. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je voulais prendre le temps de remercier aussi la personne qui est derrière cette réunion Zoom, ce lancement, et derrière l'édition de la rue d'Orion de la pédagogie des opprimés. C'est Claude Rioux, donc, qui était dans l'ombre et qui a tout organisé le lancement et qui a l'idée, l'édition de la rue d'Orion. Donc, merci à Claude. Un immense merci à aussi toutes les participantes et participants, les personnes présentes parmi nous. Ce fut pour moi un grand plaisir. Inutile de vous dire que le livre La pédagogie des opprimés est maintenant disponible en librairie et qu'on vous encourage, oui, merci Vincent, d'avoir un support visuel. On vous encourage fortement à aller vous le procurer chez vos librairies indépendantes préférées. Donc, à tout bientôt, j'espère, et merci encore pour tout. Merci, au revoir.